Elle a été enlevée, disent certains, par une opération de traite d'êtres humains soigneusement organisée. D'autres insistent sur le fait que ce fut l'acte d'un intrus solitaire, un prédateur qui s'est glissé dans l'obscurité dans le but d'agresser. Pendant près de 2 décennies, ces 2 théories concurrentes, crime organisé contre ravisseurs solitaires, ont défini l'un des mystères les plus troublants des temps modernes, la disparition de Madeleine McCann. Le monde a longtemps cherché des réponses à l'extérieur, du côté d'étrangers anonymes et de figures obscures. Mais si la vérité n'avait jamais été dehors, et si elle était assise à une table ce soir-là, cachée non pas dans des conspirations étrangères, mais dans le silence de 7 amis proches, ils sont devenus connus sous le nom des Tapas 7, le groupe qui a dîné avec Kate et Jerry McCann le soir du 3 mai 2007. Leurs témoignages, truffés de contradictions, de lacunes et de chronologies qui s'effondrent à l'examen, sont devenus l'un des aspects les plus controversés de l'affaire. Ces amis n'étaient pas des témoins éloignés. Ils étaient les adultes les plus proches de Madeleine la nuit où elle a disparu de l'appartement 5A de l'Ocean Club Resort à Praia da Luz, au Portugal. Ce soir-là, le plan avait semblé simple, voire pratique. Les parents se réuniraient pour dîner au restaurant Tapas, situé à quelques mètres de leurs appartements. Leurs enfants, y compris Madeleine et ses jumeaux de 2 ans, seraient laissés endormis dans les appartements de vacances. Au lieu d'embaucher des babysitters, les adultes avaient mis en place ce qu'ils appelaient un système de vérification. Toutes les 15 à 30 minutes, l'un d'eux quittait la table, retournait aux appartements et confirmait que les enfants étaient en sécurité. À l'époque, cela ressemblait à un système. Avec le recul, cela deviendrait l'une des décisions les plus critiquées de leur vie. Ce soir-là, les Tapas 7 étaient censés apporter de la clarté, ancrer la chronologie des vérifications et des observations qui détermineraient quand Madeleine avait été vue vivante pour la dernière fois. Au lieu de cela, ils ont introduit la confusion. Jerry McCann a dit qu'il avait vu sa fille dormir paisiblement vers 21h05. Jane Tanner a affirmé avoir aperçu un homme portant une petite fille blonde en pyjama à 21h15. Matthew Oldfield a insisté sur le fait qu'il avait vérifié l'appartement des McCann à 21h30, mais a admis qu'il n'avait jamais regardé directement le lit de Madeleine. Et finalement, Kate McCann est revenue à 22h pour découvrir la fenêtre ouverte, les rideaux flottants et sa fille disparue. Entre ces moments se trouve 1 heure de contradiction. Qui a quitté la table et quand? Quelle porte était verrouillée? Quelle fenêtre était ouverte? Qui a vu Madeleine en dernier? Des questions qui auraient dû être répondues avec certitude se sont plutôt fracturées en un brouillard de déclarations qui se chevauchent. Le résultat a été une chronologie qui ne s'est jamais ajustée, un puzzle dont les pièces semblaient délibérément dépareillées. Et de ces contradictions, un soupçon a émergé, l'idée d'un pacte de silence. Les Tapas 7 étaient-ils simplement confus dans le chaos de cette nuit, leurs souvenirs déformés par la peur et le stress? Ou se protégeaient-ils mutuellement, alignant leurs récits pour se prémunir contre des accusations de négligence ou peut-être quelque chose de pire? Près de 20 ans plus tard, le silence résonne toujours. C'est dans ce silence, croient beaucoup, que la vérité sur Madeleine McCann pourrait être enterrée. Ce n'étaient pas des étrangers qui passèrent dans la nuit. Ce n'étaient pas des membres du personnel d'hôtel anonyme ou des touristes apercevant des ombres. C'étaient 7 amis, des professionnels éduqués, liés par leur carrière, leur famille et des années de camaraderie. Lorsque Kate et Jerry McCann sont partis au Portugal fin avril 2007, c'était avec ce même cercle de confiance, les personnes qui seraient bientôt connues sous le nom des Tapas 7. Au centre se tenait David Payne, un médecin et proche confident de Jerry McCann. David était venu avec sa femme, Fiona Payne, également médecin et l'une des amies les plus proches de Kate. Avec eux se trouvait la mère de Fiona, Diane Webster, la plus âgée du groupe, une présence stable qui a passé la majeure partie de son temps à la table du restaurant ce soir-là. Ensuite, il y avait Jane Tanner, la compagne de Russell O'Brien. Jane affirmerait plus tard l'une des observations les plus cruciales et controversées de toute l'affaire. Un homme portant une enfant devant l'appartement des McCann. Russell, également médecin, a quitté la table du dîner pendant de longues périodes pour s'occuper de sa propre fille, qui était tombée malade. Son absence créerait des lacunes dans la chronologie que les enquêteurs ne parviendraient jamais à combler. Matthew Oldfield, un autre médecin,
était l'ami qui a proposé de vérifier l'appartement de Madeleine à 21h30. Mais son aveu, qu'il n'avait jamais réellement regardé son lit, entrait l'enquête. Sa femme, Rachel Oldfield, une professionnelle du recrutement plutôt que de la médecine, a confirmé sa vérification, mais n'a pu apporter aucune certitude de première main. Ensemble, leurs témoignages ont soulevé autant de questions qu'ils n'en ont résolu. 7 amis au total, David et Fiona Payne, Diane Webster, Jane Tanner et Russell O'Brien, Matthew et Rachel Oldfield. La plupart avaient la trentaine, étaient prospères, respectés et eux-mêmes parents de jeunes enfants. Ils s'étaient rendus en Algarve, non seulement en tant que couple, mais en tant que communauté. Leurs appartements étaient bâtis proches les uns des autres au sein du complexe de l'Ocean Club, formant un groupe de familles qui passaient leurs journées à la piscine ou sur les cours de tennis et leurs soirées à dîner à la même table. Cette proximité n'est pas une note de bas de page. Elle est au cœur de l'importance de leur présence. Ce n'étaient pas des observateurs détachés. Ils étaient intimement liés aux McCann, socialement et physiquement positionnés pour être les témoins les plus solides de ce qui s'est passé la nuit où Madeleine a disparu. Leur lien d'amitié leur donnait un accès. Leur routine partagée signifiait que leurs mots façonneraient le récit même de l'affaire. Lorsque la police et la presse ont demandé plus tard « Qui a vu Madeleine en dernier ? Qui a vérifié sa présence ? Qui aurait pu remarquer quelque chose d'anormal ?» Les réponses ont toujours mené à ces 7 adultes. Pourtant, au lieu de la clarté, leurs témoignages se sont fracturés en contradictions. Ce n'était pas le témoignage d'étrangers, c'était le témoignage de ceux qui auraient dû connaître son destin le plus clairement. Le 3 mai 2007 a commencé comme une soirée de vacances ordinaire. Après des jours de soleil, de tennis et de piscine, le groupe s'est installé dans sa routine. Le dîner serait au restaurant Tapas, un endroit familier au sein du complexe, à quelques pas seulement de leurs appartements. Les enfants, déjà couchés, resteraient dans les appartements. Les parents faisaient-ils confiance au système qu'ils avaient mis au point, une rotation de vérification toutes les 15 à 30 minutes. Pour eux, cela semblait suffisamment sûr. Vers 21h05, Jerry McCann a quitté la table et est retourné brièvement à l'appartement 5A. Il a utilisé sa clé pour entrer par la porte d'entrée, est entré dans la chambre des enfants et a ensuite dit à la police que Madeleine y dormait paisiblement, sa tête blonde posée sur l'oreiller. Il n'a rien remarqué d'inhabituel. En revenant, il a rencontré un autre vacancier, Jeremy Wilkins, et s'est arrêté pour discuter juste devant l'immeuble. Cette brève conversation deviendrait plus tard l'un des rares points apparemment fixes de la chronologie. 10 minutes plus tard, vers 21h15, Jane Tanner a quitté le restaurant pour vérifier ses propres enfants. Alors qu'elle marchait sur la route près de l'appartement 5A, elle a affirmé avoir vu quelque chose de glaçant. Un homme traversant la rue, portant une petite fille blonde vêtue d'un pyjama de couleur claire. L'image la hanterait et dominerait les gros titres pendant des années. Pourtant, ni Jerry, qui venait de quitter l'appartement, ni Wilkins, qui discutait avec lui, n'ont dit avoir vu Tanner ou l'homme avec l'enfant. Vers 21h30, Matthew Oldfield a proposé de vérifier la présence des enfants McCann tout en vérifiant les siens. Il est entré par la porte-fenêtre déverrouillée, est entré dans la chambre et a entendu les jumeaux respirer. Mais il a admis qu'il n'avait jamais regardé le lit de Madeleine. Il a supposé que tout allait bien. Pourtant, dans cette supposition résidait l'une des plus grandes incertitudes de toute la nuit. Si Madeleine était déjà partie, Oldfield l'aurait manqué. Sa vérification, loin d'apporter un réconfort, a créé une autre lacune. Pendant ce temps, Russell O'Brien était absent du restaurant pendant de longues périodes entre 21h et 21h30, s'occupant de sa fille malade. Son absence chevauchait à la fois l'observation supposée de Tanner et la vérification d'Oldfield, laissant un angle mort dans la surveillance du groupe. Dans une enquête construite sur des minutes, l'absence de Russell signifiait que la chronologie ne pouvait pas être entièrement ancrée. Et puis, à 22h, ce fut le tour de Kate McCann. Elle quitta la table, retourna à l'appartement 5A et entra par la porte-fenêtre. Ce qu'elle trouva brisa le calme des vacances. La fenêtre de la chambre était ouverte, les volets levés, les rideaux flottant dans l'air nocturne. Le lit de Madeleine était vide. Kate se précipita au restaurant, criant que sa fille avait disparu. La panique éclata. Amis et personnel coururent à travers le complexe.
criant son nom, fouillant chaque recoin. En quelques minutes, la nuit s'était transformée en une tragédie internationale. Mais alors que la police commençait à recueillir des déclarations, l'histoire se fractura. Jerry a dit qu'il avait vu Madeleine dormir à 21h05. Tanner a insisté sur le fait qu'elle avait vu un homme portant une enfant à 21h15. Oldfield a affirmé avoir vérifié à 21h30, mais a admis qu'il n'avait jamais regardé le lit. Kate a découvert sa disparition à 22h01. Des portes qui étaient censées être verrouillées ont été décrites plus tard comme entrouvertes. Des fenêtres qui étaient censées être fermées ont été signalées ouvertes. Aucun compte ne correspondait jamais entièrement, ce qui aurait dû être l'heure la plus claire, l'heure à laquelle une enfant a disparu, est devenu un brouillard de contradictions. Au lieu de réponse, les Tapas 7 ont donné aux enquêteurs un puzzle dont les pièces refusaient de s'assembler. Parmi les Tapas 7, une figure a toujours porté une ombre plus lourde que les autres, le docteur David Payne. Sur le papier, le profil de Payne semblait irréprochable. C'était un médecin respecté, marié à Fiona Payne, elle-même médecin et amie proche de Kate McCann. Il était socialement et émotionnellement central au groupe, le genre d'ami sur qui on pouvait compter en cas de crise. Dans les jours suivant la disparition de Madeleine, Payne s'est souvent tenu aux côtés de Jerry, parlant à la police et coordonnant les recherches. Il projetait de la confiance, la voix de quelqu'un prêt à prendre des responsabilités quand d'autres vacillaient. Pourtant, le rôle de Payne la nuit même a soulevé des questions troublantes. Selon son propre témoignage, vers 18h30, des heures avant le dîner, il a visité l'appartement 5A. Jerry était toujours sur les cours de tennis, a-t-il dit, tandis que Kate baignait les enfants. Payne a affirmé avoir vu Madeleine vivante, ainsi que les jumeaux, dans une scène domestique ordinaire de routine familiale. C'était, si c'était vrai, l'une des dernières observations confirmées de la petite fille avant que le groupe ne se réunisse pour le dîner. Mais Kate McCann elle-même a été vague quant à la réalité de cette visite. Parfois, elle semblait incapable de s'en souvenir du tout. Cette divergence pourrait paraître mineure, mais dans la chronologie fragile du 3 mai, elle était sismique. Si Payne est vraiment entré dans l'appartement 5A à 18h30, ces mots ancraient Madeleine comme étant en sécurité avant le début de la soirée. S'il ne l'a pas fait, alors sa présence dans le récit semblait forcée, inutile, voire suspecte. Pourquoi se placer sur les lieux s'il n'y avait aucune raison? L'ombre sur Payne s'est encore assombrie avec ce qui est devenu connu sous le nom de déclaration Gasper. Deux amis des McCann, la famille Gasper, ont ensuite rapporté des commentaires et des gestes troublants que Payne aurait faits à propos de Madeleine lors de vacances précédentes en 2005. Les allégations n'ont jamais été prouvées, jamais jugées, et aucune accusation n'a été portée. Mais leur seule existence dans les dossiers de l'affaire a jeté une ombre longue et inconfortable. Pour les critiques, c'était la preuve que Payne était loin de l'ami inoffensif qu'il semblait être. Pour les défenseurs, c'était de la rumeur, de l'insinuation et de la diffamation. Les enquêteurs n'ont jamais produit de preuves matérielles liant Payne à la disparition de Madeleine. Pourtant, sa combinaison de témoignages contestés et d'allégations troublantes en a fait un paratonnerre pour la suspicion. Contrairement aux autres membres des Tapas 7, dont les contradictions tournaient autour des portes et des chronologies, l'implication de Payne portait une nuance plus sombre. Il n'était pas seulement incohérent, il était potentiellement sinistre. Près de 20 ans plus tard, les questions subsistent. Payne est-il vraiment entré dans l'appartement 5A à 18h30 et a-t-il vu Kate baigner ses enfants? Ou a-t-il fabriqué un détail pour créer l'impression de normalité avant le dîner? Si son témoignage craquait, toute la chronologie reculerait, ouvrant la porte à la possibilité que quelque chose soit arrivé à Madeleine avant que les parents ne s'assoient au restaurant Tapas. Si le rôle de David Payne était obscurci par la controverse, celui de Jane Tanner était défini par une seule image. Une image qui a fait le tour du monde et a façonné l'histoire pendant des années. Un homme portant une enfant dans la nuit. Selon Tanner, vers 21h15, elle a quitté le restaurant Tapas pour vérifier ses propres enfants. En passant sur la route près de l'appartement 5A, elle a remarqué un homme traversant la rue. Dans ses bras, a-t-elle dit, se trouvait une petite fille blonde en pyjama de couleur claire. À l'époque, elle n'y a pas prêté attention. Mais quand la nouvelle de la disparition de Madeleine a éclaté, Tanner est devenu convaincu que l'enfant qu'elle avait vu était elle.
La description était glaçante. La tête de l'enfant reposait sur l'épaule de l'homme, ses bras ballants, ses pieds nus exposés à l'air frais de la nuit. Pour Tanner, ce n'était pas une scène ordinaire. C'était l'enlèvement lui-même, se déroulant à la vue de tous. Des croquis policiers ont été réalisés. Les gros titres ont explosé à travers l'Europe. Tanner Mann est devenu le suspect sans visage qui incarnait la peur qu'un prédateur ait volé Madeleine en quelques secondes. Mais presque immédiatement, des contradictions sont apparues. Jerry McCann et Jeremy Wilkins discutaient à proximité précisément au même moment. Les deux hommes ont insisté sur le fait qu'ils n'avaient rien vu, ni Tanner passer, ni un homme portant une enfant. Pour que le récit de Tanner soit vrai, elle aurait dû passer directement devant eux. Comment les trois personnes auraient-elles pu occuper le même espace au même moment et se souvenir de choses si différentes? Les problèmes se sont aggravés à mesure que les descriptions de Tanner changeaient avec le temps. Au début, elle n'a donné que des impressions vagues, cheveux foncés, taille moyenne. Des déclarations ultérieures ont ajouté plus de détails, cheveux plus longs, puis plus courts, style vestimentaire différent. Les croquis produits à partir de ces mots reflétaient cette dérive, se transformant en différents visages qui n'apportaient aucune clarté. Au lieu de resserrer l'enquête, son témoignage l'a brouillé. Pourtant, la police portugaise a traité son observation comme la pierre angulaire de la théorie de l'enlèvement. Si elle avait vu un ravisseur, alors Madeleine devait avoir été enlevée vers 21h15, quelques minutes seulement après la vérification de Jerry. La chronologie, la recherche, le récit mondial, tout reposait sur le bref aperçu de Jane Tanner. Et pourtant, en 2013, lors de l'examen de l'opération Grange par la police métropolitaine, les détectives sont arrivés à une conclusion stupéfiante. Ils ont identifié l'homme que Tanner avait vu. Non pas comme un prédateur, mais comme un autre vacancier britannique revenant de la crèche de nuit du complexe avec son propre enfant. Le pyjama correspondait. Le timing était bon. Scotland Yard a publiquement déclaré que l'observation de Tanner n'était pas liée à la disparition de Madeleine. Pendant 6 ans, l'image de Tanner Mann avait hanté le monde. Avec une seule révélation, elle s'est effondrée dans le néant. Ce qui était resté était une vérité troublante. L'un des faits les plus puissants de l'affaire avait été un fantôme depuis le début. Jane Tanner n'avait pas enlevé Madeleine. Elle ne l'avait peut-être même pas vue, mais en décrivant un homme qui s'est avéré être un autre parent, elle avait créé un suspect qui a égaré l'enquête pendant des années. Alors que David Payne et Jane Tanner dominent souvent la discussion, les autres membres des Tapas 7 ont joué des rôles plus discrets, mais non moins critiques. Leurs témoignages n'ont peut-être pas fait la une des journaux mondiaux, mais les détails recèlent des fractures qui ont affaibli les fondations de toute l'affaire. L'implication de Russell O'Brien a été marquée non pas par ce dont il a été témoin, mais par ce qu'il n'a pas vu. La nuit du 3 mai, sa fille est tombée malade et il a quitté le restaurant entre 21h et 21h30 pour s'occuper d'elle. Il a dit l'avoir nettoyée, changé les draps et être resté jusqu'à ce qu'elle s'endorme. En surface, c'était un acte ordinaire de devoir parental. Mais le moment de son absence chevauchait l'observation supposée de Jane Tanner et la vérification de Matthew Oldfield. Durant le quart d'heure le plus critique de la nuit, Russell était parti. Son absence a créé un angle mort dans la chronologie, une lacune que les enquêteurs n'ont jamais pu combler. Matthew Oldfield, quant à lui, est entré dans le récit à 21h30. Son témoignage aurait dû être l'une des plus fortes confirmations de la sécurité de Madeleine, mais ce fut tout le contraire. Il a admis qu'il n'avait pas regardé directement son lit. Il avait écouté, entendu les jumeaux respirer et supposé que tout allait bien. Cette unique omission a transformé sa déclaration de réconfort en incertitude. Si Madeleine était déjà portée disparue, Oldfield ne l'aurait pas su. Le rôle de Rachel Oldfield était entièrement lié à son mari. Elle a confirmé qu'il était allé vérifier à 21h30, mais sa connaissance était de seconde main. Elle n'a pas vu les enfants elle-même. Ces mots ont renforcé son récit, mais ils ne l'ont pas solidifié. Si la vérification de Matthew était faible, la sienne n'était qu'un écho. Fiona Payne, l'épouse de David et amie proche de Kate, a plané dans l'ambiguïté. Interrogée sur la prétendue visite de son mari à 18h30 à l'appartement des McCann, elle a offert peu de clarté. Parfois, elle a suggéré que cela aurait pu se produire. D'autres fois, elle semblait incertaine. Contrairement à David, qui insistait fermement sur sa version, Fiona semblait hésitante, incapable ou peu désireuse
d'ancrer le moment dans la certitude. Son flou a laissé la porte ouverte au doute. Ensuite, il y avait Diane Webster, la mère de Fiona, la plus âgée du groupe. Elle est restée à table la majeure partie de la soirée, ce qui, en théorie, aurait dû faire d'elle le témoin le plus fiable. Elle aurait pu être l'encre, celle qui suivait qui partait et quand. Mais même ses souvenirs contenaient des contradictions, ne parvenant pas à s'aligner avec les déclarations des autres. Ensemble, ces voix plus discrètes ont formé ce qui ressemblait à un échafaudage autour de l'affaire, remplissant les espaces entre des affirmations plus dramatiques. Pourtant, l'échafaudage a vacillé sous l'examen. Chaque conte portait des fissures, et ces fissures s'alignaient de manière à affaiblir l'ensemble. Au lieu de la clarté, ils ont créé un écran. Au lieu de réponse, ils ont offert un bouclier. Et parce qu'aucun d'eux n'a rompu les rangs, la suspicion s'est approfondie. Dès les premiers jours de l'enquête, une expression a commencé à circuler dans les journaux et les forums en ligne. Une expression qui allait coller au tapas 7 pendant des années. Le pacte du silence. Elle suggérait non pas une simple confusion, mais une collusion. L'idée que ses amis, liés par la loyauté et la peur, avaient choisi d'harmoniser leurs récits, même lorsque ces récits ne s'accordaient même pas. Le motif, selon cette théorie, n'était pas difficile à imaginer. La plupart des membres du groupe étaient des médecins, des personnes dont la réputation professionnelle et les licences pourraient être détruites par des accusations de négligence. Admettre qu'ils avaient laissé plusieurs jeunes enfants sans surveillance dans des appartements non verrouillés les exposerait à l'indignation, voire à des poursuites pénales. Sur le plan personnel, leurs liens avec Kate et Jerry étaient riches profonds. David et Fiona Payne étaient des amis proches. Rachel Oldfield faisait partie de leur cercle social depuis longtemps. Se retourner contre les McCann non seulement briserait des amitiés, mais détruirait leur propre image de professionnels responsables. Dans un tel climat, la solidarité offrait une protection. La théorie de la dissimulation suggérait quelque chose d'encore plus sombre, que Madeleine n'aurait peut-être pas été enlevée du tout. Peut-être avait-elle subi un accident à l'intérieur de l'appartement 5A, une chute, une complication médicale, quelque chose de tragiquement simple. Face à une telle crise, le groupe aurait pu craindre des accusations de négligence ou d'homicide involontaire. À ce moment-là, un récit d'enlèvement servirait de bouclier, un kidnappeur sans visage, un crime soudain, une tragédie que personne n'aurait pu empêcher. Les incohérences dans leurs témoignages semblaient appuyer cette possibilité. Les volets et les fenêtres, Kate a dit qu'ils étaient grands ouverts à 22h. Pourtant, la police n'a trouvé aucun signe d'entrée forcée. La porte-fenêtre, certains se souvenaient qu'elle était restée légèrement entr'ouverte. D'autres ont dit qu'elle était fermée mais non verrouillée. La séquence des vérifications, Jerry à 21h05, Tanner à 21h15, Oldfield à 21h30, Kate à 22h, se chevauchaient et entraient en conflit. Au lieu de former une carte, elles se sont dissoutes dans le brouillard. La police portugaise elle-même a commencé à se demander si les amis ne cachaient pas quelque chose. En 2007, Kate et Jerry ont été officiellement nommés arguidos, suspects, en partie parce que les détectives croyaient que Madeleine aurait pu mourir dans l'appartement et que sa mort avait été dissimulée. En 2008, l'affaire a été classée sans charge, mais le soupçon a persisté. Les Tapas 7 ont poursuivi plusieurs journaux britanniques pour diffamation, obtenant des rétractations et des dommages et intérêts. Mais les réputations avaient déjà été entachées. Pour une grande partie du public, les contradictions elles-mêmes étaient une preuve suffisante de tromperie. Les partisans du groupe ont soutenu que la mémoire sous stress est peu fiable. Les témoins se contredisent tout le temps. La peur, le traumatisme, l'alcool, tout cela pouvait déformer ce qui était remémoré. Mais les critiques ont souligné l'étrange uniformité de certains détails, l'insistance sur les vérifications toutes les 15 à 30 minutes, les assurances répétées d'une nuit paisible. Ces phrases sonnaient comme des répétitions, surtout lorsqu'elles étaient contrastées avec leur confusion sur des points clés spécifiques. Près de 2 décennies plus tard, aucune preuve directe d'un pacte formel n'a jamais fait surface. Mais la perception demeure. Dans le silence de ces 7 adultes, beaucoup ne voient non pas la fragilité humaine, mais une dissimulation délibérée. Que ce soit par choix ou par hasard, leur incapacité à produire un compte-rendu cohérent est devenue la caractéristique déterminante de l'affaire. Près de 2 décennies se sont écoulées et la disparition de Madeleine McCann est toujours définie non par la certitude, mais par les contradictions.
L'étape 7 était censée apporter de la clarté. C'étaient les amis les plus proches, les témoins les plus proches, les personnes les mieux placées pour dire aux enquêteurs ce qui s'était passé pendant ces heures critiques du 3 mai 2007. Au lieu de cela, leurs mots se sont fracturés en confusion. Les questions restent douloureusement simples. Quand Madeleine a-t-elle disparu? Est-ce peu après la vérification de Jerry à 21h05, comme semblait le suggérer l'observation de Jane Tanner? Était-elle encore présente à 21h30, comme le croyait Matthew Oldfield, bien qu'il ne l'ait jamais regardée directement? Ou a-t-elle été enlevée plus près de 22h quand Kate a découvert son absence? Aucun enquêteur n'a jamais pu fixer la chronologie. Chaque possibilité reste ouverte parce que chaque témoignage sape les autres. Qui parmi eux est le plus fiable? La mémoire de Jerry est colorée par son rôle de père et de suspect. L'observation de Jane Tanner, autrefois traitée comme un fait, s'est avérée être une erreur. La vérification d'Oldfield a été affaiblie par son propre aveu de négligence. L'absence de Russell O'Brien a créé un angle mort. Fiona Payne a hésité à confirmer la visite contestée de son mari à 18h30. Diane Webster est restée à table, mais ses souvenirs entraient en conflit avec ceux des autres. Rachel Oldfield a fait écho aux paroles de son mari sans confirmation de première main. Aucun d'entre eux n'a fourni une encre solide. Ensemble, leurs témoignages n'ont pas formé une harmonie, mais une discorde. Et puis il y a la question qui n'est jamais partie. Y a-t-il eu un pacte du silence? L'uniformité de certains détails, le roulement des vérifications, l'atmosphère calme de la nuit suggèrent une répétition. Pourtant, aucune preuve de collusion n'a jamais été trouvée. Peut-être n'était-ce pas un accord conscient, mais un instinct de loyauté, de peur et d'autopréservation. Lorsque des réputations, des carrières et des amitiés étaient en jeu, le silence est peut-être devenu le choix le plus sûr. De ces contradictions découlent des leçons plus larges. Les témoignages, même lorsqu'ils sont donnés par plusieurs témoins, peuvent te brouiller plutôt que clarifier. Sans preuve physique, les mots seuls sont fragiles, vulnérables au stress, au lapsus de mémoire, ou même à une coordination discrète. L'affaire McCann s'est fortement appuyée sur des déclarations, et ces déclarations se sont fracturées sous la pression. Dans cette fracture, le soupçon s'est engouffré. Et pourtant, derrière toutes les théories, toutes les spéculations, toutes les chronologies, un fait demeure. Une enfant est toujours portée disparue. Le sort de Madeleine McCann reste inconnu. Ses parents continuent d'insister sur le fait qu'elle a été enlevée, s'accrochant à la conviction qu'elle pourrait encore être retrouvée. Les critiques soutiennent que la vérité a été enterrée il y a longtemps, cachée dans le silence de ceux qui étaient là. C'est peut-être la plus grande tragédie. Non seulement Madeleine a disparu, mais le récit de sa disparition n'a jamais tenu la route. Les tapacettes auraient pu être les ancres de la vérité. Au lieu de cela, ils sont devenus des symboles de doute. Que ce soit par confusion ou par dissimulation, leurs témoignages ont affaibli l'enquête et érodé la confiance du public. Et ainsi, le silence se prolonge. Chaque année qui passe, les chances de résolution s'amenuisent. Peut-être la vérité n'est-elle pas enfouie dans l'ombre d'un ravisseur inconnu, mais dans les contradictions de 7 amis qui n'ont jamais raconté la même histoire. Tant que ce silence ne sera pas rompu, les questions résonneront dans le vide et la disparition de Madeleine McCann restera l'un des mystères les plus troublants de notre époque.